Au cours de notre réunion, nous avons également décidé de prendre de nouvelles mesures pour rapprocher encore davantage l'Ukraine de l'OTAN. Alors que l'Ukraine poursuit ses réformes vitales, nous continuerons à la soutenir sur la voie irréversible de l'adhésion à l'OTAN. Le travail que nous accomplissons ensemble aujourd'hui permettra à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN sans délai lorsque le moment sera venu. La question n'est pas de savoir si, mais quand. Alors reste que la Russie, elle menace, je le disais. Regardez ce que dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité donc par les agences officielles russes, évoquant donc une nouvelle fois la puissance militaire et les capacités de dissuasion de Moscou. Nous sommes obligés d'analyser très profondément les décisions qui ont été prises au sommet de Washington. Alors attendez, moi j'ai pas fini. Merci. Mercredi, les discussions qui ont eu lieu, qui permettent d'analyser très attentivement le texte de la déclaration qui a été adopté. Il s'agit d'une menace très sérieuse pour la sécurité nationale et d'ajouter le travail sur la doctrine nucléaire est en cours. Ces discussions ont effectivement lieu. Les spécialistes en débattent, mais ce n'est pas le seul moyen de dissuasion. Donc, nous sommes au moment le plus dangereux de l'histoire de notre pays, en raison de la puissance des armes nucléaires en particulier. Et je peux vous dire que nous avons une chance d'entrer dans la 3e guerre mondiale. Oui, parce que je ne veux pas voir ce pays entrer dans une guerre nucléaire et être gravement endommagé. Écoutez-le sur Fox. C'est l'anéantissement, peut-être l'anéantissement du monde. Et nous avons un homme qui n'est même pas capable d'en discuter. L'autre soir, il a dit que le nucléaire n'avait pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est le réchauffement climatique. Le seul réchauffement climatique qui m'importe est le réchauffement climatique nucléaire. Parce que c'est le vrai problème. Il a dit qu'il s'agissait d'une menace existentielle. Il adore les mots menace existentielle. Demain, nous pourrions avoir une guerre si dévastatrice que nous ne pourrions jamais nous en remettre. Personne ne peut s'en remettre. Le monde entier ne pourra pas s'en remettre. Président Trump, je voudrais revenir vers vous, mais je souhaiterais revenir sur ma question de départ. Est-ce que les conditions de Poutine vous semblent acceptables? Non, les conditions de M. Poutine ne sont pas acceptables. Mais en fait, cette guerre n'aurait jamais dû commencer. En fait, 200 milliards de dollars ont été donnés à l'Ukraine, ou plus. C'est quand même beaucoup d'argent. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait des efforts comparables dans notre histoire. À chaque fois que Zelensky se rend aux États-Unis, en fait, il repart avec 60 millions de dollars. Donc, je ne me moque pas du président ukrainien. Je dis simplement que l'argent qui est dépensé, qui est consacré au conflit entre l'Ukraine et la Russie, est quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Et donc, quand en janvier je redeviendrai président, en fait, je mettrai une fin. Je remettrai Poutine et Zelensky autour de la même table pour éviter tous ces décès stupides. Président Biden, vous avez une minute. Le fait est que Poutine est un criminel de guerre. Il a tué des milliers de personnes. Et il a été très clair sur une chose, c'est qu'il veut recréer l'Empire soviétique. Pas qu'une partie, il veut toute l'Ukraine. C'est ça qu'il veut. Vous pensez qu'il va s'arrêter là? Vous pensez qu'il va s'arrêter? Il a l'Ukraine. Qu'est-ce qui va arriver à la Biélorussie et à ces pays de l'OTAN? Si vous voulez une guerre, vous allez la voir. S'il fait ce qu'il a dit et qu'il s'en va, d'ailleurs, tout cet argent qu'on envoie en Ukraine, en fait, on leur envoie des armes que l'on fabrique aux États-Unis, pas de l'argent. Et nos alliés de l'OTAN financent autant l'Ukraine que nous. Voilà pourquoi nous sommes forts. Si vous voulez arrêter les combats en Ukraine, cessez de fournir des armes. Ces combats prendront fin dans 2 mois au maximum. C'est tout, c'est la première chose. Deuxièmement, nous demandons à tout le monde de ne pas empêcher un éventuel processus de paix. Il ne faut pas inventer des choses et se faire une opinion sur la Russie à partir de ces inventions. Il ne faut pas se faire l'image de la Russie comme un ennemi. Vous avez imaginé que la Russie voulait attaquer l'OTAN. Avez-vous perdu la tête? Êtes-vous stupide comme cette table? Qui a eu cette idée? C'est des conneries. Vous comprenez? Des conneries. La défaite militaire de la Russie est impossible par définition. Cela n'arrivera jamais. Je pense que ceux qui contrôlent le pouvoir en Occident ont pris conscience de cette réalité. Mais si c'est vrai et si cette prise de conscience a eu lieu, réfléchissez maintenant à ce qu'il faut faire ensuite. Nous sommes prêts pour ce dialogue.
De notre côté et de celui de nos partenaires, je pense que tout sera fait. Je pense que nous serons prêts à rapprocher le plus possible le deuxième sommet et je pense que les représentants russes devraient être présents à ce deuxième sommet. Les forces navales de la Chine et de la Russie ont donné le coup d'envoi d'un exercice militaire conjoint, quelques jours seulement après que les alliés de l'OTAN ont qualifié Pékin de facilitateur décisif de la guerre en Ukraine, un qualificatif rejeté par la Chine. Les forces des deux parties ont patrouillé dans l'ouest et le nord de l'océan Pacifique, selon le ministère chinois de la Défense. Il s'agit du 4e exercice conjoint entre les deux parties depuis 2021. Le ministère a également précisé dans sa brève déclaration que l'opération n'avait rien à voir avec la situation internationale et régionale et qu'elle ne visait pas à prendre une tierce partie pour cible. Ces exercices conjoints font suite aux dernières tensions entre la Chine et l'OTAN la semaine dernière. Un communiqué de l'OTAN avait exprimé des inquiétudes quant à l'arsenal nucléaire de Pékin et ses capacités dans le domaine de l'espace, montrant clairement que la Chine est en train de devenir un sujet de préoccupation pour l'Alliance. Pendant longtemps, l'idée même de négocier avec Poutine était impensable à Kiev. Depuis le début de l'invasion, les autorités ukrainiennes avaient établi leurs conditions. Pas de pourparlers sans un retrait complet des troupes russes du territoire ukrainien. Mais ce lundi, pour la première fois, le président Volodymyr Zelensky se dit favorable à la participation de la Russie au deuxième sommet pour la paix, qu'il espère organiser bientôt. L'Ukraine est-elle en train de revoir ses ambitions à la baisse? C'est ce que laisse entendre la presse américaine. Selon elle, Washington inciterait les dirigeants ukrainiens à modérer leurs objectifs compte tenu de la situation sur le terrain. Après 2 ans de guerre, ni la Russie ni l'Ukraine ne semblent capables de remporter une victoire décisive. Le risque de conflit prolongé s'intensifie. Poutine, quant à lui, réaffirme que la défaite militaire de la Russie est impossible par définition. Négocier, oui, mais pour quel résultat? Si l'Ukraine et la Russie se disent prêts à entamer des pourparlers, les deux camps sont encore très éloignés d'un compromis. La Russie considère 4 régions ukrainiennes comme faisant partie intégrante de son territoire national, ainsi que la Crimée. De son côté, Kiev refuse catégoriquement de céder des territoires. Les prochaines élections américaines pourraient cependant modifier cet équilibre. En cas de victoire de Donald Trump, il n'est pas certain que les États-Unis décident de continuer à soutenir l'Ukraine. Vous en pensez quoi? La volonté exprimée par Zelensky de négocier avec Poutine est-elle sincère? Je n'arrive personnellement pas à comprendre comment on peut en même temps vouloir la paix et continuer à préparer l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ce qui est sûr, Poutine ne veut plus se faire avoir. Un résultat. Vous savez, je voudrais rappeler certains points. Quand nos troupes étaient près de Kiev, nous avons reçu des demandes insistantes de la part des pays occidentaux d'interrompre les combats pour que certaines mesures puissent être prises par la partie ukrainienne. Et c'est ce que nous avons fait. Vous connaissez cet épisode. La partie ukrainienne n'a pas cessé les combats. Et ensuite, on nous a dit que les autorités qui viennent ne peuvent pas totalement continuer contrôler leurs forces parce qu'elles ont des éléments qui n'obéissent pas aux autorités centrales. C'est ce qu'on nous a dit. Je n'ajoute rien, je ne supprime rien. Deuxièmement, on nous a demandé de retirer nos troupes pour justement réunir les conditions d'un accord de paix. Nous avons retiré nos troupes de Kiev et encore une fois, nous avons été confrontés à une tromperie, c'est-à-dire que tous les accords conclus à Istanbul ont été jetés à la poubelle. Et ça, beaucoup d'autres fois. Nous ne pouvons pas permettre qu'après le cessez-le-feu, l'ennemi en profite pour améliorer sa position, s'armer, reconstituer son armée par une mobilisation forcée et se préparer à poursuivre le conflit armé. Nous devons nous assurer que l'autre partie accepte de prendre des mesures irréversibles et acceptables pour la Fédération de Russie. Les exercices navals conjoints entre la Chine et la Russie, qui ont eu lieu dans un port militaire du sud de la Chine, soulignent l'étroite collaboration militaire entre les deux pays dans un contexte de tensions croissantes avec l'OTAN. Les manœuvres, baptisées Interaction maritime 2024, ont débuté dans la ville de Zhangjiang et incluent des simulations militaires sur carte ainsi que des exercices de coordination tactique, antimissiles, de frappe en mer et de défense aérienne. Le ministère chinois de la Défense a précisé que ces exercices visent à démontrer la détermination et les capacités des deux parties à faire face conjointement aux menaces, à la sécurité maritime et à préserver la paix et la stabilité mondiale et régionale. Ces activités visent également à approfondir le partenariat stratégique global de coordination Chine-Russie pour la nouvelle ère.
Ces exercices se déroulent alors que l'OTAN accuse Pékin de soutenir de manière décisive la Russie dans le conflit en Ukraine. La Chine, de son côté, défend sa position qu'elle qualifie de juste et objective, tout en accusant l'OTAN de chercher à assurer sa sécurité aux dépens des autres nations. Ce rapprochement entre la Chine et la Russie, illustré par ces exercices navals conjoints, s'inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre les deux pays face aux tensions avec l'Occident, notamment l'OTAN. Ce contexte rappelle le changement de position de l'Ukraine et de la Russie concernant des négociations potentielles. Alors que les dirigeants ukrainiens, sous la pression de Washington, pourraient revoir leurs objectifs à la baisse pour entamer des pourparlers avec la Russie, la coopération militaire entre Pékin et Moscou envoie un message fort de solidarité et de préparation face aux défis géopolitiques. Ces développements indiquent une reconfiguration des alliances et des stratégies internationales, où des acteurs majeurs comme la Chine et la Russie cherchent à renforcer leur influence et leur positionnement stratégique, parfois en opposition directe avec les intérêts occidentaux. Ce contexte global de tensions et d'alliances fluctuantes souligne la complexité des enjeux actuels et l'importance de la diplomatie dans la quête de stabilité et de paix mondiale. Les événements récents entre la Russie, l'Ukraine, la Chine et les tensions avec l'OTAN offrent plusieurs leçons de vie applicables à la vie personnelle et professionnelle. 1. Adaptabilité et flexibilité. Les situations évoluent constamment et parfois de manière inattendue. Comme les dirigeants ukrainiens qui pourraient réviser leurs objectifs face à la réalité du terrain, nous devons être prêts à ajuster nos plans et stratégies en fonction des circonstances changeantes. Dans la vie personnelle et professionnelle, être ouvert au changement et capable de pivoter rapidement en réponse à de nouvelles informations ou situations peut être crucial pour le succès et la résilience. 2. Collaboration et partenariat. La collaboration entre la Chine et la Russie montre l'importance de partenariats stratégiques pour faire face à des défis communs. Travailler ensemble peut renforcer les capacités et améliorer les chances de succès. Dans notre vie, chercher à établir des relations et des partenariats solides avec d'autres peut nous aider à atteindre nos objectifs plus efficacement. Le travail d'équipe et les alliances peuvent apporter des ressources et des perspectives précieuses. 3. Préparation et anticipation. Les exercices militaires conjoints montrent l'importance de la préparation et de l'anticipation pour faire face aux menaces potentielles. Être prêt pour divers scénarios est essentiel pour réagir efficacement. Prévoir et planifier pour différentes éventualités dans notre vie personnelle et professionnelle peut nous permettre de réagir plus sereinement et efficacement en cas de crise ou de changement soudain. 4. Communication et négociation. Les discussions potentielles entre l'Ukraine et la Russie soulignent l'importance de la communication ouverte et de la négociation pour résoudre les conflits. Même dans les situations les plus tendues, le dialogue peut ouvrir des voies de résolution. Dans notre vie, développer des compétences en communication et en négociation peut nous aider à gérer les conflits, à trouver des solutions mutuellement bénéfiques et à maintenir des relations harmonieuses. 5. Résilience et persévérance. La résilience des pays en conflit et leur capacité à persévérer malgré les défis montrent l'importance de la ténacité et de la détermination. Faire preuve de résilience face aux épreuves, continuer à avancer malgré les obstacles et apprendre des échecs peut nous aider à atteindre nos objectifs à long terme et à surmonter les difficultés. Merci de partager avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.